vous tenez le coup chaque jour, vous gérez le travail, vous gérez la famille, vous gérez les rendez-vous médicaux, vous tenez le coup face à cette maladie, vous fonctionnez. Quelque part, vous n'avez pas le choix en soi. On n'a pas le choix quand on vit avec une maladie chronique. Ma question ici, c'est est-ce que vous vivez vraiment? Est-ce que vous êtes en mesure de vivre pleinement? Il y a une vraie différence entre survivre à la maladie et vivre avec elle, malgré elle, complètement en alliance avec elle. Et aujourd'hui, on parle de cette différence. Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast. Pourquoi cet épisode ? Parce que beaucoup de personnes qui sont touchées par une maladie chronique, et j'en fais partie, moi-même avec un diagnostic de sclérose en plaques depuis 17 ans, nous fonctionnons en mode survie, depuis des mois, depuis parfois même des années, et parfois, surtout, très souvent, sans s'en rendre compte. Parce que ce mode, à un moment, il a été indispensable, on n'a pas eu le choix. Dans l'épisode 3 ou 4, je parlais des différentes étapes que l'on vit par rapport à une maladie, que l'on vit comme un deuil, quelque part, il y a un état de choc, parce qu'on n'a pas le choix, parce que notre cerveau ne peut pas intégrer l'information. Et petit à petit, en fait, notre système nerveux, tout notre corps va se mettre dans un état de survie pour avancer. Ça devient quelque part une prison. Et ce que j'ai envie de proposer ici et de dire, c'est que c'est possible de s'en sortir, de pouvoir sortir de cette prison, de cette cage. Et pas en ignorant la maladie. Et croyez-moi, c'est ce que je vois très souvent, pas en ignorant la maladie, en adaptant avec elle, malgré elle, pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne prenne pas autant de place. Ma proposition ici, elle est vraiment de pouvoir changer de posture intérieure. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que j'entends très souvent, ou je lis, ou les personnes avec qui je vais échanger, pas dans mon cabinet, pas avec des personnes avec qui je travaille, mais des personnes qui vont dire, moi, j'y pense pas. Si j'y pense pas, je fais comme si elle n'existait pas. Je fais comme si elle n'était pas là. Clairement, concrètement, je le sais aujourd'hui avec l'expérience, ça ne fonctionne pas. Pas sur du long terme, en tout cas. Donc ça peut tenir pendant un temps, le temps nécessaire au déni, le temps nécessaire pour qu'on puisse se reconstruire, avancer, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que au fond, ça va avoir un impact sur notre énergie, sur notre charge mentale, sur notre espace mental. Ça influe à la fois sur le cerveau et sur le corps. C'est comme un logiciel. Imaginez notre cerveau comme un ordinateur très puissant, comme il est d'ailleurs, et c'est comme si on avait un logiciel qui tournait en arrière-fond de l'ordinateur. Ça prend de la place, ça vient tirer sur la batterie de l'ordinateur. Je prends souvent l'exemple, on peut imaginer par exemple un logiciel antivirus, comme Norton ou toute autre marque. C'est un logiciel qui quelque part va travailler toujours en arrière-plan, qui est toujours présent, qui tire sur la batterie, qui prend de la place concrètement sur l'ordinateur, en termes dans sa capacité, et c'est toujours là. Ça travaille, ça travaille. Quand bien même on l'oublie, on ne sait même pas qu'il est là. Mais il va venir petit à petit rogner notre capacité, notre charge mentale, prendre sa place dans notre cerveau. Il va venir tirer sur l'énergie. Et c'est la même chose avec cette donnée que, au fond de nous, on sait, mais qu'on essaye de relayer au second plan et de continuer à vivre sans ça. Ça prend de la place et parfois même, ça en prend de plus en plus. Surtout dans les impacts physiques. Parce que nerveusement, le système nerveux, lui, il n'a pas oublié. Si on reprend l'exemple, dans le cas de l'ordinateur, par exemple, le logiciel est nécessaire. Donc, on va apprendre à composer avec, on va faire avec autour de ce logiciel. C'est exactement la même chose pour nous, dans notre corps, avec l'existence d'une maladie chronique. Alors, dans cet épisode,
je vais vous expliquer, vous allez comprendre concrètement ce que c'est, ce que j'entends par le mode survie qui se met en place dans la maladie chronique. J'en parle souvent dans les épisodes, j'en ai souvent parlé dans les épisodes précédents, mais expliquer vraiment ce qui se joue concrètement à ce niveau-là, dans la maladie chronique, sur le plan du cerveau et du corps. Pourquoi ce mode s'installe et pourquoi est-ce qu'il va persister? Qu'est-ce qui fait qu'il tienne dans la durée? Et surtout, point numéro 3, ce qu'il coûte dans la durée. C'est-à-dire ce qu'il vous coûte à vous, au niveau du cerveau, au niveau du corps. Et pour finir, comme d'habitude, comme dans chaque épisode, je vous proposerai quelques pistes pour commencer à en sortir. À vous de voir, apprendre ce qui est juste pour vous. Donc dans un premier temps ici, point numéro 1, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est qu'est-ce que le mode survie? Qu'est-ce qu'on entend par mode survie? Le mode survie, c'est l'état dans lequel le système nerveux va fonctionner en alerte. C'est-à-dire que face à un danger, notre système nerveux va se mettre dans un état pour pouvoir faire face à ce danger. C'est l'exemple du lion face de l'homme de Cro-Magnon et d'un lion ou d'un tigre qui vient proche de la caverne. Automatiquement, notre corps, notre système nerveux va s'activer pour que nous soyons dans la condition la plus optimum pour faire face à ce danger. C'est tellement un état d'urgence qu'à ce moment-là, on a un système qui est très très bien fait. Le corps va faire en sorte de mettre en poste toutes les fonctionnalités, toutes les fonctions dont il n'a pas besoin. À commencer par le système digestif. Face à un tigre, on n'a pas besoin d'être en état de digestion. Donc on va essayer de récupérer, le corps va essayer de récupérer cette énergie-là. Exactement pareil pour le système reproductif. C'est pas le moment de se reproduire. Donc, tout notre corps va faire en sorte de récupérer cette énergie-là pour battre le lion. Dans le cas d'une maladie, comme je dis toujours, le lion est là, tout le temps. C'est-à-dire que nous sommes donc dans cet état de survie, mais on ne relâche pas. Là où Cro-Magnon, quand le lion a quitté la caverne, c'est bon, c'est tranquille, on peut se poser. Dans le cas d'une maladie chronique, le lion est toujours là. Donc l'état de survie, il se chronicise quelque part. On est dans un état où on ne peut pas lâcher. Et le cerveau reste focalisé tout le temps sur cette même question. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis en danger? Oui, très bien, activons toutes les fonctionnalités parce que je suis en danger. Et parmi les autres fonctions non essentielles qui sont mises en veille, ça va être la créativité, la joie, la projection dans l'avenir, puisque sur le moment, il faut se battre sur le danger qui est imminent, qui est là maintenant présent, la capacité à se détendre. Quand même, c'est ce qui nous fait du bien et c'est ce qui nous amène à avoir envie de nous projeter dans cette vie-là, toutes ces capacités-là. Donc on va se retrouver dans un état un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire on va fonctionner, on va gérer, mais on ne savoure plus. C'est vraiment la métaphore que je peux vous donner ici, c'est vraiment le mode économie d'énergie. Vous savez, comme les montres connectées, je ne sais pas si vous en avez, ou comme les téléphones tout simplement. Quand la batterie elle est faible, automatiquement, le téléphone ou la montre ou quoi que ce soit, ils vont passer en économie d'énergie. Ils vous mettent la gestion de la batterie. Les applications en arrière-plan vont s'arrêter, l'écran va s'assombrir et automatiquement, toutes les fonctions qui ne sont pas essentielles se coupent. On n'en a pas besoin à ce moment-là. Le mode survie, pour nous, pour notre corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que notre système nerveux, votre système nerveux, en mode économie d'énergie permanente, va mettre en berne tout ce qui n'est pas nécessaire. Et le problème, c'est qu'à force de fonctionner comme ça, on finit par oublier ce que c'est que d'être rechargé à 100%. Alors oui, je sais, évidemment, quand on est touché par une maladie chronique, il y a des choses où c'est la maladie elle-même qui vient impacter l'énergie. On est d'accord, des maladies comme la sclérose en plaques, et puis sans oublier les traitements que l'on prend, qui forcément viennent aussi impacter. Il y a toute cette partie-là à devoir composer avec aussi. Par contre, concrètement, sur le plan psycho-émotionnel, là où moi je travaille, on est d'accord que s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'élan, pas de motivation, concrètement, on n'a pas envie de se lever. Ça vient tirer encore plus, c'est encore plus de fatigue. J'en parle beaucoup aussi dans l'épisode numéro 7, quand je parle de ce que c'est quand on ne vit plus qu'autour de cette maladie. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'autres choses qui peuvent faire plaisir. J'ai une personne comme ça pour qui la maladie prend tellement de place qu'il a fallu travailler sur qu'est-ce que c'était de remettre de la joie. En fait, c'est qu'est-ce qui met en mouvement, qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qu'on aime faire. Alors là, on retrouve de l'énergie. Alors je sais que la maladie peut être omniprésente. Je sais que parfois on n'a pas la possibilité de l'oublier parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a des crises, parce qu'il y a des choses qui font que la maladie, elle prend trop de place. Mais je dis aussi, on nourrit ce sur quoi on porte notre attention, vraiment.
Faut comprendre que notre cerveau, c'est comme une machine à enregistrer, un ordinateur très puissant, comme je vous le dis. Et tout ce qu'on va se répéter la journée, au fur et à mesure, tous les soirs, il y a une voiture balai qui passe et qui vient récupérer tous les souvenirs de la journée. Et quelque part, au fur et à mesure, c'est comme si on avait un GPS dans notre tête qui va nous emmener vers la direction qu'on s'est répétée toute la journée. Je donne toujours l'exemple aux personnes que j'accompagne. C'est une personne qui n'a pas fait réviser sa voiture et qui toute la journée se répète: «Oh, j'espère que je vais pas avoir un accident, j'ai pas fait réviser ma voiture. Oh là là, j'espère que ma voiture elle va tenir le coup là pendant ce voyage parce que j'ai pas fait réviser ma voiture. Oh, faudrait surtout pas que j'ai un accident.» Le cerveau ne comprend pas la négation. Automatiquement, c'est comme si dans le cerveau, tout était enregistré en permanence et tout était conditionné pour que la destination, à un moment ou à un autre, soit l'accident. Aussi minime soit-il. Ça peut être un petit accrochage, ça peut être rentrer dans un trottoir, peu importe. Et la même personne qui dira: «Ah, je sentais, je savais bien qu'il allait se passer quelque chose.» Ben oui, à force de se le répéter en permanence, c'est comme une sorte de conditionnement. Alors, c'est terrible, ça n'est bien évidemment pas volontaire, on est d'accord, et d'autant plus quand on vit avec une maladie et qu'il y a des souffrances et qu'il y a de la souffrance et qu'il y a des symptômes. Bien évidemment que toute la journée, c'est normal qu'on soit forcément hyper focus sur ce qui peut nous arriver. Tout le travail, il n'est pas de mettre des œillères et de se dire non, ça va pas arriver. Le travail, il est ok, ça c'est une possibilité. Par contre, je fais en sorte de que mon cerveau ne soit pas que tourné vers ça. Je remets de la joie, je remets de la légèreté, je trouve des choses qui vont me faire du bien, qui vont me nourrir. Notre corps, nos cellules, notre cerveau, nos émotions, tout ça, ça va nous remercier. Ça va nous permettre de nous sentir un peu plus vivants et d'être un petit peu mieux et de sortir de ce fameux mode survie. On n'est pas que dans la bataille. Alors, dans un deuxième temps, ce que je voudrais aussi discuter ici, c'est pourquoi ce mode s'installe et persiste. Je vous ai donné quelques éléments dans la première partie. C'est vraiment le mode survie, la plupart du temps, il va s'installer au moment du diagnostic. Quand la menace, elle est perçue comme réelle, immédiate, elle est là, quelque part. Le diagnostic est arrivé. Le cerveau est en état de choc, il n'est pas en mesure de récupérer l'information, de la traiter tout de suite. Donc, il y a le choc, puis après, il y a le déni. Mais quelque part, c'est la réponse qui est adaptée face à l'urgence de la situation. Le problème, c'est qu'après, ça va persister pendant très très longtemps. Même si l'urgence aiguë, c'est-à-dire qu'il y a un traitement, le corps il est moins en souffrance, là sur le moment ça va, on va rester tout le temps dans un état d'hypervigilance et de souffrance. Et le cerveau, lui, quelque part, il va pas recevoir forcément le canal, l'information ou le signal que le danger est terminé. Donc il va rester, il va continuer tout le temps à guetter. Il va continuer tout le temps à être dans l'anticipation, tout le temps à se préparer, même si le corps va mieux. Et on devient ce que j'appelle des têtes sans corps. La plupart des personnes qui viennent travailler avec moi, que ce soit en visio ou à mon cabinet, on est tout le temps, j'appelle ça la tête sans corps, c'est-à-dire que la tête est d'un côté, elle continue à travailler toute seule, et le corps est de l'autre, et on oublie qu'en fait, où on n'a pas la mesure, on a du mal à aller contacter le fait que peut-être que sur le moment, c'est OK. Je reprends une métaphore souvent, il y a beaucoup d'histoires de soldats qui ont continué à se battre pendant des années parce qu'on ne les avait pas prévenus que la guerre était terminée. Il y a eu des histoires comme ça, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait vachement marqué. J'avais travaillé sur ce thème-là et je me disais, mais quelle horreur en fait de continuer, mais en même temps, si on ne le dit pas, si on ne prévient pas, ben en fait, de base, on continue à agir et on continue à être un bon soldat parce qu'il faut faire. Ben, le cerveau, c'est pareil. Il faut pouvoir prendre le temps de lui dire, et le système nerveux, c'est pareil. Il faut pouvoir lui envoyer l'information que c'est bon, à un moment, il peut lâcher. Et pour ça, ça demande à se réaligner avec le corps. Ça demande à pouvoir, ben, y a plein d'outils, cohérence cardiaque, des choses qui reviennent dans le corps. À titre d'exemple, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui viennent me voir 3, 4, 5, 10 ans après leur diagnostic et qui sont encore restés en mode survie et qui sont tout le temps restés, il n'y a pas de joie, ils sont tout le temps prêts à se battre. Alors évidemment, il y a beaucoup de fatigue. En général, au travail, c'est difficile. En général, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de tristesse, il y a une anxiété énorme qui s'est mise en place. Parce que le système nerveux, il n'a jamais eu l'occasion de redescendre, il n'a pas pu. Et chose aussi que je vois et que je peux comprendre d'autant plus parce que je l'ai vécu, il y a très souvent aussi le trauma des événements très difficiles et très douloureux qu'on a vécus. Je m'explique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trauma, c'est quand on a vécu des émotions tellement fortes et tellement violentes que le cerveau n'a pas la capacité de les digérer, donc on les revit en permanence, on les reboucle. C'est un travail qui peut être traité en EMDR, en EFT, il y a des outils aujourd'hui qui peuvent travailler là-dessus. Et j'accompagne des personnes qui ont vécu
une poussée qui a été extrêmement difficile, en même temps d'un burn-out, qui ont vécu ça dans un moment en étant peut-être très isolés, dans des peurs terribles, où le corps a été extrêmement en souffrance. Et cet événement-là, quand bien même aujourd'hui le corps il va bien, il s'est remis, cet événement-là est resté extrêmement traumatisant. À tel point qu'en fait, la hantise, elle est par rapport au devenir de la maladie, par rapport au fait de revivre, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce futur avec ça. Mais c'est surtout, je ne peux pas revivre ça. Ça a été trop fort, trop violent et ça reste traumatisant en fait. Ce souvenir-là reste traumatisant. C'est tout bête, hein, mais je peux donner, je peux même donner mon propre exemple. Alors ça n'a pas tellement été le corps qui a été en souffrance à ce moment-là, mais suite au diagnostic, je suis repartie vivre à l'étranger parce qu'à ce moment-là, je faisais un stage, je ne pouvais pas m'imaginer l'arrêter. Je voulais absolument reprendre le fil de ma vie, mais je suis repartie trop tôt, aux grandes dames de mes parents, et je suis repartie beaucoup trop tôt suite au diagnostic. Et je me revois très bien le soir dans ma chambre, dans mon appartement en Italie, à faire des crises d'angoisse énormes, énormes, avec un désespoir profond quand j'ai pris quelque part, enfin j'ai pris un uppercut de me rendre compte, oh, ah ouais mais il y a ça. Sur le coup, le mois suite au diagnostic, j'étais restée chez moi, chez mes parents, et j'allais voir mes amis, j'étais un peu dans un autre monde. C'est oui, j'ai ça, mais j'ai une sclérose en plaques, mais ça me semblait assez... J'étais pas capable de contacter ça. Quand je l'ai contacté, j'étais seule et ça a été, je revois des périodes de souffrance énormes. Je me rappelle, je m'étais arrêtée de manger, je pouvais pas. L'anxiété était tellement forte que j'avais pas mangé. Mes parents m'ont fait rentrer au bout d'un moment parce qu'ils s'inquiétaient vraiment. Moi, je voulais absolument terminer ce stage. C'est le côté déni, continue. Non, mais non, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je m'alimentais quasiment plus. J'avais perdu, je sais pas combien de kilos en l'espace de 2, 3 mois. J'étais plus capable du tout, en fait. C'est parce que j'étais tellement dans une anxiété énorme. Et cette période-là, j'ai travaillé, j'ai été beaucoup accompagnée pour arriver à enlever toute la charge émotionnelle de cette période-là. C'était pas tant la poussée qui me faisait peur après, dans un premier temps, c'était revivre cette période et cet événement si chargé émotionnellement qui a été d'une telle violence pour moi. J'ai mis longtemps en étant accompagnée, ça. J'ai pu enlever la charge émotionnelle, la détresse. Donc j'ai pu enlever toute la charge émotionnelle qui avait associée à ça. Donc je peux y repenser sans la vivre et que ça vienne me prendre aux tripes et que je me sente des palpitations. Mais concrètement, vraiment, je sais que cette période-là, cette pensée, ce souvenir-là restera à vie dans ma tête. Je revois très bien ce que je pensais, je revois exactement la scène, je revois la chambre qui m'entoure. Ça, c'est du trauma, clairement. Et le trauma, là-dedans, ça demande vraiment à pouvoir enlever la charge émotionnelle. Je travaille énormément, j'accompagne beaucoup en libération des chocs émotionnels dans le contexte d'une maladie, parce que concrètement, il y a l'anxiété du futur, il y a toute la peur, la gestion des émotions, la charge mentale, les douleurs, les difficultés, mais il y a quand même un énorme passif de tout ce qu'on a traversé parfois avant d'en arriver là. La plupart des personnes que j'accompagne, c'est pas suite au diagnostic, c'est après longtemps et de se rendre compte qu'en fait, le système nerveux, il est resté bloqué et que le trauma de tout ce qu'on a traversé est resté bloqué. Ça, par contre, on peut pas l'apaiser seul, vraiment. Ça, vraiment, c'est un chemin et c'est vraiment, c'est une passion pour moi que d'accompagner là-dedans parce que je sais que le chemin est possible, je l'ai fait et j'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont fait et c'est parce que je l'ai fait que j'ai vraiment eu envie d'en faire ce métier parce que ça, c'est un endroit où la médecine, les traitements médicaux, etc., ça ne pourra pas enlever ça, vraiment. Pour pouvoir continuer à avancer, aider son corps, il faut pouvoir aussi apaiser cette partie-là, concrètement. Comme je dis toujours aux personnes que j'accompagne, ça n'est pas lié à un manque de volonté, vraiment. Et je suis persuadée que vous êtes tous et toutes, autant que je peux vous imaginer, très volontaires et débordants et d'envie de vous battre, etc. C'est vraiment qu'on doit apprendre à s'en sortir. On doit apprendre, c'est un apprentissage, vraiment. C'est une compétence intrinsèque, c'est comme la confiance en soi, ça s'apprend. Et c'est d'autant plus nécessaire que, point numéro 3 ici, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est que l'état de survie prolongé, ça a un coût. Vraiment fonctionner longtemps en mode survie, ça a un coût qui est très très délétère pour notre corps. Une fatigue très profonde qui disparaîtra pas avec le repos. On a beau dormir, on se réveille tout autant fatigué. Et je connais très bien cette fatigue, ce poids où en fait on a l'impression que c'est sans fin et qu'on ne pourra jamais remonter de ça. La difficulté à ressentir de la joie, du plaisir. On est devenus tellement comme des machines, comme des robots, qu'en fait, les émotions, c'est forcément de la tristesse, de l'anxiété, de la peur, de la colère. Donc, en fait, il vaut mieux se couper des émotions que
que d'être à même de ressentir, que d'avoir peur qu'en fait, que si jamais j'ouvre la porte aux émotions, je vais ressentir tout ça. Et petit point très important ici, ça ne peut pas disparaître si on n'a pas pu l'évacuer. Et pour ça, il faut être accompagné et bien accompagné pour pouvoir évacuer ça, vraiment. On ne peut pas mettre du positif tant que le négatif n'a pas été vidé. Ça va venir aussi créer une hypervigilance et une anxiété chronique. Vraiment, l'anxiété va devenir chronique. Plus on cannibalise nos émotions, plus on fait en sorte de ne pas les ressentir, plus on passe en anxiété. C'est la seule manière de pouvoir le sortir. Et du coup, on en devient complètement coupé de soi-même. Et forcément, ça aura aussi un impact sur nos relations. On n'est tellement pas présent dans notre corps, on est tellement déconnecté qu'on a du mal à contacter, on a du mal à se faire comprendre, on a du mal à rentrer en lien avec les personnes. Et sur le plan physiologique, vraiment, on a du cortisol en permanence dans le corps. Et le cortisol, ça vient vraiment aggraver l'inflammation. Et dans des maladies comme la sclérose en plaques qui sont inflammatoires, qui dit inflammation dans le corps, dit la porte ouverte aux poussées. Le cortisol aussi va venir fragiliser le système immunitaire, va venir perturber le sommeil. Donc forcément, encore moins d'énergie, déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Si on peut ça, on dort mal, c'est compliqué. Vraiment, imaginez, c'est vraiment comme un élastique. Si vous prenez un élastique, vous le tendez, ouais, il peut tenir longtemps, ouais, il peut aller très 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 loin. Mais concrètement, oui, il peut s'étirer, c'est sa fonction. Mais concrètement, on ne peut pas te maintenir tendu aussi longtemps. À un moment ou à un autre, on est obligé de lâcher. Et quand on lâche, pouf, on se reprend tout en pleine figure. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est là où généralement, le corps, il craque une fois de plus. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage que d'apprendre, de retrouver cette détente intérieure, vraiment. Et j'en arrive ici à mon point numéro 4, comment apprendre à s'en sortir tout simplement. Alors, sortir du mode survie, ça va pas se faire en décidant d'aller mieux. Le mental, il peut être très fort, mais il y a des choses sur lesquelles je vais bien, youpi, là, ça va pas pouvoir marcher. La pensée positive, là-dedans, ça n'a pas forcément d'impact. Déjà, il faut vider le négatif, et pour ça, il faut travailler avec le système nerveux et pas contre lui. Alors c'est super, aujourd'hui c'est de plus en plus à la mode de travailler avec le système nerveux, de comprendre ce qui se passe, comment on peut rester bloqué en mode trauma. Ça demande vraiment d'apporter de la douceur, de la régularité, de l'apaisement. Il y a des pratiques simples comme envoyer des signaux de sécurité dans le corps, avec la respiration lente, avec des mouvements tout doux. Alors il y a du yoga, de la marche tout doucement, des moments d'apaisement. Des méditations, j'en propose toujours et je les enregistre pour les personnes que j'accompagne, comme ça elles peuvent le refaire après. Je fais des rituels vers des exercices de sophrologie qui sont vraiment entièrement personnalisés pour les personnes. Comme ça, après, elles peuvent les avoir et les refaire une fois qu'elles ont trouvé ce qui leur convenait. Et après, en fonction du timing aussi, parfois on n'a pas forcément besoin de 10 minutes ou d'un quart d'heure ou d'une demi-heure devant nous. Parfois, quelques minutes, juste de mettre ça en conscience, ça apaise. Ce qui est très important, c'est d'avoir des évacuateurs de stress, de le faire régulièrement. C'est-à-dire, le stress monte très 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 vite, mais il redescend très lentement. Donc, plus vite on arrive à évacuer le stress, plus vite on met de la conscience et plus régulièrement on le fait, plus on lui permet de descendre avant qu'il remonte suite à l'autre événement stresseur. Je pense pas que je suis très claire là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que le stress monte très vite, mais il redescend extrêmement longtemps. En général, on estime qu'il faut une dizaine d'heures pour pouvoir redescendre par rapport à un événement stressant qu'on a vécu. Mais le problème avec ça, c'est que dans la dizaine d'heures, il y aura forcément un autre événement stressant qui va arriver. Il y aura forcément, et après encore un autre. Donc on n'a même pas le temps de redescendre à l'état zéro, que déjà on a vécu peut-être 10 ou 15 événements stressants. D'où le fait de mettre en place régulièrement des évacuateurs de stress. C'est la seule manière qu'on peut avoir de ramener le plus possible l'état nerveux dans un état de pause. C'est beaucoup, beaucoup de douceur. Concrètement, ça peut être 5 minutes de respiration lente chaque matin ou le soir avant de s'endormir. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un petit rituel du soir qui va indiquer à votre corps que la journée est terminée. J'aime bien travailler avec un exercice d'expulsion du négatif du corps. En fait, c'est un exercice de grosse tension puis de détente. Une astuce que j'aime beaucoup, que je fais assez régulièrement pour mettre mon cerveau dans un état un peu plus positif, c'est tous les soirs, je me dis, en fait, en m'endormant, plutôt que de compter les moutons, je compte les moments positifs de ma journée. J'en cherche au moins 10. Parce qu'en général,
3, 4, on peut en trouver. 10, c'est pas facile. Ça demande vraiment, surtout si on a passé une journée de vraiment compliquée, vraiment difficile et que l'esprit il est pas du tout tourné vers le positif, bah, c'est chercher et parfois, on va en trouver des petits, on va dire: «Ah tiens ça, bah tiens j'ai mangé un truc que j'ai bien aimé. Ah tiens ce petit carré chocolat finalement là j ah ça c'était sympa. Ah tiens, j'ai dit bonjour, j'ai fait un sourire à quelqu'un ou quelqu'un m'a fait un sourire. Ah ça m'a fait du bien, sur le coup j'ai bien aimé». Et on les trouve et pour être très honnête avec vous, la plupart du temps, je m'endors en les comptant. J'arrive rarement jusqu'à 10, vraiment. J'ai tendance à m'endormir en plein milieu. Mais du coup, c'est génial. Le cerveau, il s'endort sur cette rythme-là, sur cette rythmique-là. C'est super. Du coup, au moins le lendemain matin, déjà, bah, le cerveau, il s'endort avec une énergie beaucoup plus douce. Un autre petit point ici que je pourrais donner, c'est s'autoriser à prendre du repos sans forcément avoir à le mériter d'abord. C'est très difficile, hein, suivant les personnalités, si on a un côté un peu obsessionnel à aimer que tout soit bien fait, j'en fais partie. Je suis genre assez carré, j'aime que ma maison soit carrée, etc. Et j'ai du mal à me reposer tant que tout n'a pas été fait comme il faut. Franchement, c'est quelque chose que j'apprends à faire et que j'ai appris à faire et que quelque part, à un moment ou à un autre, on n'a pas le choix. Cette notion de... On peut pas se donner encore plus d'injonctions et d'en faire encore plus. Heu, alors qu'en fait, on a déjà suffisamment à faire et on a déjà potentiellement à vivre et composer avec une maladie chronique. Faut se remettre un peu, s'autoriser un peu de douceur, de plaisir et sans être forcément dans cette notion de mérite absolument avant, concrètement. J'arrive à la fin de cet épisode et en conclusion ici, je vous invite à retenir 3 choses vraiment, ce qui pour moi, c'est, important que vous puissiez retenir 3 choses. La première, c'est que le mode survie était utile. Il a été utile au début parce que vous n'aviez pas le choix et pour que le cerveau puisse intégrer l'information. Par contre, rapidement, il va devenir une prison. La première chose à faire, c'est déjà de reconnaître que vous êtes en état de survie. À partir du moment où vous reconnaissez cet état-là, déjà, c'est dans cette prise de conscience, c'est déjà une première étape pour commencer à en sortir. Après, soit vous pouvez trouver des outils qui vont vous aider, soit vous vous faites accompagner. Deuxième point, sortir du mode survie ne veut pas dire ignorer la maladie, vraiment. Ça veut simplement dire arrêter de vivre comme si on était tout le temps en état d'urgence. Ça veut dire ne pas vivre tout le temps comme si le lion, le tigre, était à nos portes, aux portes de la caverne. Clairement, ça c'est délétère, on ne se fait pas du bien là-dedans. Troisième point, votre système nerveux, notre système nerveux a besoin de signaux de sécurité répétés. C'est dans la répétition. C'est pas forcément, tiens, là aujourd'hui, je me suis pris une journée off, ça m'a fait du bien. C'est pas suffisant. C'est un petit peu tous les jours. De la douceur, tous les jours, dans la répétition. Comme je dis souvent, un évacuateur de stress, c'est pas forcément aller se faire masser. Alors oui, c'est génial, on va pas se mentir. Mais un évacuateur de stress, ça peut très bien, tiens, je me fais une boisson que j'aime bien, ma petite tisane ou mon petit thé, et je prends un moment pour le boire en conscience et je respire, et là, je me fais du bien. Et je m'arrêterai sur cette note-là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le faire tourner. J'espère vraiment qu'il aura pu vous apporter des éclairages, des choses, des pistes. N'hésitez pas à commenter si vous me regardez sur YouTube pour me faire des retours. J'aime beaucoup vous lire et j'adore vous répondre. Ou n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon adresse mail contact@lisa-brienne.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez toutes les ressources dont vous pouvez avoir besoin, le programme en 3 jours Apaiser sa peur face à la maladie que j'offre. Et si vous avez besoin de savoir de quelle manière je peux vous aider dans la problématique que vous vivez, vous pouvez réserver un appel découverte pour qu'on puisse en discuter ensemble dans la description juste en dessous. Et je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse journée, soirée, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.